Quand on me demande mon avis sur le choix d'un télescope ou d'une lunette, outre les multiples conseils et explications que j'ai déjà donnés dans moult vidéos dédiées au sujet, je dis aussi un truc qu'on entend normalement chez les vendeurs honnêtes. Le meilleur télescope, c'est pas le plus puissant, le plus gros, le plus cher ou le plus précis. Le meilleur télescope, c'est celui qu'on utilise. Et si on se réfère à ce seul critère, j'ai peut-être trouvé l'un des meilleurs télescopes disponibles sur le marché. Bon, alors, avant toute autre chose, vous devez savoir que cette vidéo tout entière est un placement de produit. En un certain sens. Théoriquement, un placement de produit, c'est quand une marque contacte un influenceur et lui propose du fric pour qu'il parle de leur produit. En fonction de la moralité de l'influenceur, ça peut être un test assez neutre, une pub élogieuse, voire même un truc fourbement dissimulé. Soit dit en passant, ça c'est illégal. J'ai toujours mis un point d'honneur à être transparent sur mes placements de produits, parce que sur le long terme, si vous savez que j'essaye pas de me foutre de votre gueule, ça en augmente la valeur potentielle quand je négocie avec des marques. Ça veut donc dire que j'exclus certains partenariats d'office, pour des produits que j'assume pas, ou que je trouve moyens, voire nazes, mais ça veut aussi dire que je négocie les autres plus chers. Parce que je vais recommander un produit à une audience avec qui j'ai créé une relation de confiance. Et puis, j'ai pas besoin de me demander comment je vais mentir. J'ai juste à dire ce que je pense. Sauf que donc, le placement d'aujourd'hui ne correspond pas exactement à ce schéma classique. Je ne suis pas payé pour vous parler d'un produit, j'ai payé pour vous parler d'un produit. Et comme je pense que c'est important pour comprendre pourquoi je vais vous parler de ce scope aujourd'hui, comme dirait un certain oiseau vert, reprenons depuis le début. J'ai pas de cravate. Depuis, il me semble, fin 2019, j'ai commencé à faire des lives astro sur YouTube. Le concept, c'est de mettre une caméra sur un télescope et de streamer ce qu'elle voit. Jusque-là, ça a l'air simple, sauf que c'est horriblement compliqué. Bon, ça tombe bien, j'aime chercher les complications, mais il n'empêche qu'il faut réaliser un empilement et un traitement d'images en direct, ce qui implique un système de suivi du ciel, et si on veut des résultats intéressants en un temps limité, un télescope qui capte suffisamment de lumière. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec le Skywatcher 400 mm, et j'ai déjà bien pris mon pied à vous montrer de chouettes nébuleuses et autres galaxies en direct. Mais le 400 mm souffre de gros défauts. Il est lourd, encombrant et malgré son système de pointage automatique, quand même principalement manuel. Pour un geek comme moi, c'est un plaisir d'avoir autant de choses à gérer, vraiment. Sauf quand c'est plus le cas. En été, après une journée de travail pas trop chargée, je peux prendre 1h30 de mon temps pour installer ces 150 kg tranquillement, en t-shirt, au coucher du soleil. J'ai le temps de tranquillement collimater le miroir, aligner les optiques, calibrer la caméra, préparer le live, etc. Quand j'en ai terminé, il me faut un peu moins d'une heure pour le ranger, mais en général il fait encore à peu près doux, donc c'est pas une très grosse contrainte. Par contre, si j'ai eu une longue journée, c'est tout de suite plus chiant de faire des réglages fins dans le noir si la nuit est déjà tombée. Si j'ai une longue journée le lendemain, c'est pas forcément le plan d'être encore en train de le ranger à 2 plombes du mat. Et si en plus on est en plein hiver, je vais devoir l'installer dans le froid à main nue, parce qu'il est impossible de faire les réglages de précision nécessaires avec des gants. En plus, le bousin est principalement fait de métal, histoire de rendre le truc encore plus agréable. Et quand je ne sens plus mes mains après 1h30 d'installation, je m'apprête encore à rester assis à côté, statique, à le surveiller de près pour pas qu'un câble s'en mêle ou qu'un truc s'arrache. En gros, je suis déjà transit froid avec l'envie de rentrer me mettre au chaud, alors que j'ai même pas encore commencé. J'aime autant vous dire que j'ai intérêt à avoir une motivation en béton armé. Et le plus souvent, c'est pas le cas. Et c'est là qu'on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le meilleur télescope, c'est celui qu'on utilise. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est pas que dès que vous utilisez un télescope, bim, ça devient le meilleur, hein, non. Quand je dis le meilleur télescope, c'est celui qu'on utilise, ça veut surtout dire celui qui ne reste pas dans le placard parce qu'on n'a pas le temps ou la motivation de le sortir. Et c'est pour ça que des jumelles, ça peut être mieux qu'un télescope. On voit beaucoup moins de choses dans des jumelles que dans un télescope, mais on en voit beaucoup plus dans des jumelles utilisées que dans un télescope rangé. Et mieux vaut voir peu que pas du tout.
Or, des jumelles, il suffit d'enlever les caches protecteurs et de regarder dedans. Un télescope, il demande au minimum d'être sorti de sa boîte, qu'on installe sa monture, même azimutale, qu'on le fixe dedans, qu'on y mette un oculaire, et ça, c'est pour un télescope purement manuel. Dès qu'il y a un go-to ou une caméra dans l'histoire, ça devient vite le bordel. Privilégiez donc toujours l'outil optique que vous utiliserez, avant de faire le choix du plus puissant. Revenons-en à ma petite personne. Me voilà donc équipé d'un engin que je qualifierais sobrement d'artillerie lourde et qui me permet de vous montrer de superbes images en direct en été. Vous m'avez pas souvent vu faire des live astro en hiver. Pire, vous m'avez pas vu faire de live astro tout court la dernière année. Pourquoi ? Parce que j'ai dû temporairement déménager en ville et que pour faire un live astro, j'aurais dû non seulement me taper tout ce que je viens de citer, mais en plus y ajouter le chargement et le déchargement de 150 kg de matos dans la voiture, plus le trajet jusqu'à un lieu d'observation correct, et je vous aime bien, hein, mais j'ai mes limites. Le télescope dont on va parler aujourd'hui demande plus d'installation qu'une paire de jumelles. Par contre, il fait le même boulot que le 400, à la différence optique près. On va en reparler. Mais je dois quand même commencer par dire que cet engin est opérationnel en 2 minutes, montre en main, et rangé en 1 minute 30. Oui, j'ai chronométré. Nous sommes donc courant de l'été et Yann de la chaîne 12 par sec, venu un week-end pour les vacances, m'explique qu'Unistellar, la boîte avec laquelle il bosse alors et qui a déjà produit l'Iviscope, va sortir l'Iviscope 2, qui est une mise à jour du premier modèle. Et il me demande si je suis intéressé pour que l'entreprise m'en prête un en échange d'une vidéo test. Et là, j'ai dit non. Enfin, j'ai dit oui pour le test, mais non pour le prêt. Ce matos, c'est très exactement ce que je cherche pour faire des live astro quand ça meule, quand j'ai pas le temps pour 2 heures de logistique, ou les deux. C'est très sympa de leur part de m'en prêter un, mais ça veut dire qu'il va falloir que je le rende. Donc plutôt que d'être payé pour parler d'un matos qu'on me prête, j'ai proposé à la place de négocier un rabais sur le prix de l'engin en échange du test. Mais du coup, il est à moi et je le garde. La vidéo d'aujourd'hui m'a donc permis de payer ce télescope moins cher, mais n'empêche que c'est moi qui paye. Voilà pour mes conflits d'intérêts et vous voyez que ça va. Maintenant on va parler du test, mais je vais vous expliquer pourquoi je tenais tant à me procurer ce matos. J'ai déjà parlé de télescope automatique, j'ai déjà longuement évoqué la question des puristes qui trouvent que c'est pas de l'astronomie parce qu'on se fait pas assez chier, mais c'était probablement les mêmes qui ont gueulé quand les premiers systèmes de guidage automatique GoTo sont arrivés sur le marché, alors qu'aujourd'hui leur matos en est équipé aussi. Donc, on va plus chercher à savoir si automatiser l'astronomie, c'est mal. Une bonne question à se poser en revanche, c'est est-ce que motiver les gens à sortir observer le ciel plus facilement et donc plus souvent peut avoir un impact positif sur, au pif, leur culture générale, leur attrait pour la nature et les sciences, leur prise de conscience sur la pollution, notamment lumineuse, mais aussi spatiale, #Starlink. Bref, est-ce que faire sortir les gens pour qu'ils lèvent les yeux au ciel est une mauvaise chose? Alors attention, j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire, quand on parle de télescope automatique, on parle de matériel de niche et de précision bourré d'électronique. Donc c'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais je l'ai déjà dit, en astronomie, les prix grimpent vite et concrètement, il est un peu moins cher que mon setup avec le 400 mm. Je vais profiter du fait qu'on parle pognon pour placer l'info aussi. À l'heure où je diffuse cette vidéo, l'Iviscope 2 va sortir de précommande. Donc pour ceux qui en ont déjà acheté, les premières livraisons devraient arriver courant novembre. En attendant, j'ai cru comprendre que je suis l'un des premiers à l'avoir eu entre les mains. N'ayant jamais vu de près l'Iviscope 1, je vais avoir du mal à en faire une comparaison. A priori, il y a eu un bon progrès du côté du capteur. Mais je vais donc le comparer avec l'incomparable, le 400 mm Skywatcher. Oui, je vais oser la comparaison et vous allez voir qu'on peut le faire de manière intelligente. Première chose, bien évidemment, le poids et l'encombrement. L'Iviscope fait une dizaine de kilos rangés dans son sac qui est vendu avec et poids du trépied inclus. Tout ce qui est nécessaire à l'usage du télescope se range dans le sac et du coup, il est très facile à transporter.
Le 400 mm fait un peu plus de 80 kg avec sa monture. À ça, vous ajoutez le coffre que j'ai fait fabriquer pour le stocker et le transporter, le chariot que j'ai fait fabriquer pour stocker et transporter la monture, une table, une chaise, un escabeau et une caisse contenant la caméra, les alimentations, les optiques auxiliaires, bref, tout le reste. Mais bien évidemment, vous allez me dire que plus l'effort est important, plus la récompense est grande et que le 400 fait de plus belles images que l'Iviscope. Oui, mais faut quand même qu'on en parle. Ce qui est intéressant, c'est que les deux engins ont la même formule optique. Ce sont des tubes de Newton. Autrement dit, la lumière est réfléchie sur un miroir primaire vers un miroir secondaire et renvoyée au capteur de la caméra qui se trouve sur le côté. Alors, petite nuance, à l'entrée du 400 mm, il y a une araignée supportant le miroir qui renvoie la lumière sur le côté. Sur l'Iviscope, le capteur est directement sur l'araignée. L'oculaire est déporté et se trouve à l'arrière du tube. Puisqu'il est numérique et pas optique, on peut bien le foutre où on veut. L'oculaire d'un Newton optique est pas forcément facile à atteindre pour une personne de petite taille, et c'est d'autant plus vrai avec le 400 mm, pour lequel même avec mon mètre 83, j'ai parfois besoin d'un escabeau pour zioter dedans. Dans sa conception, l'Iviscope, trépied entièrement déplié, permet une observation confortable pour quiconque mesure au moins 20 cm de moins que moi, et avec le trépied replié, il est accessible à tout le monde. Mais c'était pas le propos, les deux sont donc des Newton et donc équipés de miroirs. Et comme un miroir c'est susceptible de bouger et de se dérégler, les deux peuvent ou doivent être collimatés. Sur le 400 mm c'est un peu chiant, il faut un collimateur laser ou un assistant si on veut pas que ça prenne un quart d'heure. Et comme il est gros, à chaque transport, il y passe. Avec son miroir de 115 mm, l'Iviscope ne devrait pas trop bouger et s'il bouge, le manuel explique comment le collimater sans autre outil que la clé fournie avec le scope. Oui, alors parenthèse supplémentaire, il est livré avec une petite trousse contenant toutes les clés nécessaires pour resserrer des trucs. Bref, on dérègle complètement la mise au point et on centre la croix de l'araignée alors devenue visible. Point. Ça peut paraître obscur dit comme ça, mais pour n'importe qui ayant déjà collimaté un télescope, c'est d'une simplicité enfantine. En parlant de mise au point, elle se fait avec la grosse molette à l'arrière du scope. Mais revenons à notre formule optique. Le miroir de l'Iviscope mesure 115 mm contre 400 mm pour le 400 mm. Sa longueur focale est aussi à peu de choses près 4 fois moins importante. Et ça a une conséquence assez intéressante. Les deux engins captent autant de lumière. Je vais revenir vite fait sur un concept d'optique que j'ai déjà abordé par le passé mais qui est chiant, alors une piqûre de rappel peut pas faire de mal. Une optique, quelle qu'elle soit, est un entonnoir à lumière. Plus l'entonnoir est évasé, plus elle capte de lumière et plus l'image est donc lumineuse. Mais une optique se définit aussi par sa longueur focale qui détermine, en gros, sa capacité de grossissement. Si l'optique est très évasée, elle capte beaucoup de lumière mais son grossissement est faible. Si elle est très étroite, sa capacité de grossissement est meilleure mais au prix de la luminosité. On définit la quantité de lumière reçue par une optique en faisant le produit de sa longueur focale et de son diamètre. Le rapport obtenu est alors appelé le rapport d'ouverture. Or, le rapport d'ouverture des deux télescopes est sensiblement le même, ce qui veut dire que l'Iviscope est capable de produire une image aussi vite que le 400 mm. Oui, parce que pour voir quelque chose de vraiment intéressant, il faut poser l'image plusieurs minutes. Or, plus le rapport d'ouverture est grand, plus le temps d'attente avant de voir quelque chose est faible. Mais alors, quel est l'intérêt du 400 ? Le rapport d'ouverture est certes le même, mais sa longueur focale est 4 fois plus importante. Donc, si on expose deux images dans les mêmes conditions, l'une dans l'Iviscope, l'autre dans le 400, elles seront aussi lumineuses l'une que l'autre, aussi vite l'une que l'autre, mais le 400 mm a un grossissement 4 fois supérieur. L'Iviscope, avec ses images de presque 8 millions de pixels, permet bien de zoomer dedans. Mais la petite taille des optiques amène aussi une autre limite, c'est le pouvoir de résolution. C'est-à-dire que si vous zoomez dans l'image 4 fois, vous aurez quand même moins de détails que dans une optique 4 fois plus large. C'est les lois de la physique qui font ça. Néanmoins, le ciel est plein d'objets trop grands pour le 400 mm dont le champ est trop serré pour les voir en entier. Donc certains objets sont certes plus petits dans l'Iviscope, mais d'autres s'en trouvent plus adaptés qu'avec le 400. En gros, l'Iviscope grossit 50 fois. Ce qui est pas si mal. Ça permet de remplir l'image avec la Lune, par exemple. Parlons maintenant un peu guidage. Et sur ce coup-là, l'Iviscope m'a pas mal bluffé.
Le 400 mm avec sa raquette Goto demande pour fonctionner d'être calibré. Le processus est plus ou moins long en fonction des conditions et demande que le scope connaisse l'heure, la date, ses coordonnées exactes, puis un point de repère sur 2 ou 3 étoiles. Si le ciel est partiellement couvert, c'est chiant, parce qu'on risque de ne pas voir assez d'étoiles lumineuses pour le calibrer. Et si jamais on tape dedans, ça le dérègle et on recommence. L'Iviscope fonctionne par astrométrie. Déjà, il connaît sa position et l'heure grâce à l'appli. Ensuite, dès qu'il est pointé dans une direction du ciel, il analyse les étoiles qu'il voit et compare leur position avec sa base de données. En quelques secondes, il sait dans quelle direction il regarde. À chaque fois que je lui ai demandé de se repérer, il a à peine cherché juste à côté de là où il était déjà, et à chaque fois en quelques secondes, il m'a dit que le calibrage avait réussi. Le manuel indique qu'on peut l'utiliser même avec un champ d'observation libre de seulement 45 degrés. Et 45 degrés, c'est pas beaucoup. Autrement dit, même avec un gros bâtiment à côté, une façade si vous êtes sur un balcon ou une trouée dans un ciel nuageux, il peut fonctionner. Un système Goto classique, c'est moins permissif. Même la concurrence, suivez mon regard, ne s'est pas révélée aussi efficace à l'essai. Et donc, ensuite, dès qu'il sait où il est, il suffit de lui demander à voir un objet en particulier via l'appli et il y va tout seul. Ça, c'est comme un Goto classique. Mais contrairement à un Goto classique qui en fait est aveugle, si par malheur il tape un peu à côté, comme il refait une petite reconnaissance de champ à l'arrivée, il corrige le tir si nécessaire. Et vu le nombre de fois où j'ai foiré mon guidage pendant les lives et où vous m'avez vu galérer pendant de longues minutes à chercher un objet introuvable ou à refaire mon étalonnage, un scope qui se corrige tout seul, c'est appréciable. Le dernier élément sur lequel on va les comparer, c'est la caméra. Le 400 de base n'est pas fait pour en accueillir une. J'utilise donc une ZWO refroidie par un pelletier et équipée d'un focuseur et d'une roue à filtre. Et là, c'est difficilement comparable parce que, rien que là, il y en a pour presque la moitié du prix de l'Iviscope. Le pelletier, à lui tout seul, veut une alimentation séparée. Donc je doute que ce soit par exemple l'idée du siècle d'en mettre un sur batterie. Ouais, parce que j'ai 4 câbles d'alimentation qui viennent du 400, plus l'ordinateur pour le live. L'Iviscope, c'est 0. Donc la caméra est un peu moins costaude que mon setup Overkill. Néanmoins, le capteur vient de chez Sony, qui sont réputés pour leur gestion des hautes sensibilités. Et ma foi, de ce côté-là, c'est plutôt propre. L'engin ne permet pas de trifouiller les fichiers RAW, pour le moment. Mais l'appli permet néanmoins de régler les seuils haut et bas de l'image, ce qui permet d'en arranger un peu les contrastes au prix de plus de bruit et d'artefacts. Mais si vous avez l'habitude des lives, vous savez que mon traitement des images n'est pas tendre en visuel assisté. Pour moi, l'essentiel est que l'audience puisse voir des choses. La vue de la caméra est disponible en direct dans l'appli Unistellar et répercutée dans l'oculaire qui est donc, bien entendu, numérique. Si vous changez les réglages dans l'appli, le changement se répercute dans l'oculaire. Ce qui est plutôt sympa. Vous pouvez aussi contrôler votre scope depuis votre téléphone ou votre tablette et montrer les images en direct à n'importe qui disposant lui aussi d'un téléphone ou d'une tablette. En gros, il suffit de télécharger l'appli et de se connecter au scope. Si vous vous connectez à un scope déjà piloté par quelqu'un d'autre, vous devenez automatiquement spectateur. Vous voyez la même chose que celui qui le pilote, sur votre écran, mais sans le contrôler. L'oculaire numérique sur le scope a une dimension sociale intéressante qui permet de regarder dans le télescope directement et de montrer ce que vous observez à des gens, notamment mamie qui bite rien au smartphone par exemple. Mais j'ai quand même une préférence pour l'appli et pour le fait de tout contrôler depuis son téléphone. Donc entre ça et la possibilité de partager l'image du scope sur le smartphone d'autres personnes, c'est vraiment pas dégueu. Perso, je sais déjà comment je vais faire ma prochaine nuit des étoiles. De même, à ce moment-là, rien n'empêche de faire une capture de l'appli et de streamer ça en live. Là par exemple, j'utilise un émulateur pour vous montrer l'appli, donc attendez-vous à plus de live astro en hiver. Parce que comme le bestiau marche en Wi-Fi et qu'en plus la portée est vraiment pas dégueulasse, y a rien qui s'oppose au fait de l'installer dehors et de regarder les images tomber, confortablement installées de l'autre côté de la fenêtre, bien au chaud et dans des conditions de streaming un peu meilleures qu'avec ma gueule blafarde sous une caméra infrarouge en 5 images par seconde. Et c'est ça la principale raison qui m'a motivé à me procurer l'Iviscope de façon définitive. Sortir le 400 en hiver, c'est méga chiant.
Donc je le fais pas. Mais je le redis, je me suis chronométré, sans forcer, l'Iviscope est prêt en 2 minutes. Vous dépliez le trépied, vous le mettez à niveau si le terrain est pas droit, vous posez le scope dessus, vous le sécurisez avec 2 vis de pression, vous appuyez sur On, vous connectez l'appli en Wi-Fi, et c'est tout. De base, le télescope est fonctionnel et vous pouvez pointer manuellement tout ce qui vous chante. L'appli vous propose cependant de faire une reconnaissance de champ, c'est-à-dire de comparer ce que le télescope voit à sa base de données, et si vous lui laissez 2 minutes supplémentaires pour faire ça, il est capable de pointer n'importe quoi automatiquement et de le suivre. De base, l'image est... c'est une image numérique. Le capteur Sony est pas dégueu et on distingue les nébuleuses dès leur pointage, mais bon, c'est moche. Bien entendu, l'intérêt d'un pareil dispositif, c'est sa capacité à faire du stacking. C'est ce que l'appli appelle la vision amplifiée. Alors autant ça rend le truc facile à comprendre, autant je suggérerais quand même aux développeurs d'appeler ça l'empilement, quitte à ajouter un encart pour expliquer rapidement comment ça marche. Des encarts explicatifs, il y en a plein dans l'appli. Vous pointez un gros objet, bim, vous avez un pavé qui l'accompagne, qui vous dit ce que c'est, à quelle distance ça se trouve, plein de trucs comme ça. Ce qui est plutôt cool pour les novices ou quand vous pointez un objet que vous connaissez pas. Moi-même, dans les lives, on me demande à chaque fois à quelle distance se trouve le truc que je montre, et je le sais jamais, et il faut toujours une âme charitable dans le chat qui va voir sur Wikipédia. Bref, l'appli explique plein de trucs cool, donc perso, j'aurais aussi expliqué les bases de l'empilement, et je l'aurais appelé comme ça. Mais bon, trêve d'enculage de mouche, quand vous passez en vision amplifiée, le scope commence à stacker, enfin à empiler, du coup, dans la langue d'Hanouna. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que exactement comme avec n'importe quel autre scope qui empile, l'image reste la même, mais le bruit s'estompe peu à peu. Le logiciel intégré va éclaircir un peu l'image, mais on n'en profite vraiment que quand on passe les réglages de l'image en manuel. En gros, ça se résume à de la manipulation d'histogramme. En bref, si vous poussez les tons clairs jusqu'à leur limite haute, mais sans cramer l'image, et les tons sombres jusqu'à leur limite basse, sans être dans le noir complet, vous donnez le maximum de contraste à l'image. Et là, on obtient des résultats plutôt cool. Et vous pouvez voir que même si la résolution n'est pas à la hauteur de la caméra du 400, on a des objets comme M33 qui remplissent bien le cadre. J'ai hâte de tenter sur la nébuleuse d'Orion cet hiver. Et bien entendu, comme avec le 400, plus on laisse mouliner, plus l'image devient propre. J'ai jamais tiré au-delà de la demi-heure parce que bon, c'est sympa de regarder plusieurs objets dans une soirée quand même, hein. Mais bon, vous voyez, on n'est pas trop mal. Et l'Iviscope se défend même quand le ciel est dégueulasse. Ça, c'est une image faite un soir de brouillard avec une lune presque pleine. Ça, c'est fait à 15 mètres d'un lampadaire au sodium dégueulasse. Autant dire que je lui ai un peu mis la pression et vous voyez, il s'en sort. D'ailleurs, ça me fait penser, l'Iviscope vous demande si vous êtes en ville, en banlieue ou à la Cambrousse. Et en fonction de votre réponse, il filtre les objets trop ténus pour vous à cause de la pollution lumineuse. De même, vous pouvez sélectionner une partie seulement du ciel s'il est partiellement couvert ou occulté par un bâtiment, par exemple. Alors, au milieu des fonctions que je qualifierais de normales dans l'appli, à savoir la possibilité de sauvegarder les images, de les revoir, de les partager ou les options, il y a un onglet intéressant. C'est celui de la science participative. En gros, vous mettez votre scope au service des chercheurs. Vous le laissez imager une partie du ciel, et ce qu'il capture finit dans une base de données exploitable par les astronomes professionnels pour essayer de détecter des astéroïdes, des exoplanètes, etc. Donc, c'est pas vous qui faites des recherches, vous vous contentez de faire des photos, mais si ça débouche sur un truc, vous avez votre nom dans la publi. Ça, c'est plutôt cool. Donc, résumons. À ma droite, nous avons le Skywatcher 400 mm Go2. Il coûte 1,5 bras, ce qui jusque-là est normal en astronomie, mais il est pire qu'un gosse, parce qu'il faut tout le temps avoir les yeux après pour pas qu'un truc déconne. Il pèse 80 kg plus tout le reste du matériel, demande 4 prises à lui tout seul et ne pointe un objet que s'il a été soigneusement mis en station d'abord et installé et réglé pendant près d'1h30. À ma gauche, nous avons l'Iviscope. Un diamètre 4 fois moindre, une focale 4 fois moindre, et c'est tout. Vu qu'on divise focale et diamètre de la même manière, le rapport d'ouverture est le même. Les deux captent donc autant de lumière. Mais pour un poil moins cher, grosso merdo, on n'a pas 80 kg et le reste, mais 10 kg tout compris.
Et on n'a pas 1h30 d'installation, mais 2 minutes montre en main. On n'a pas 4 prises et le reste, mais une batterie qui tient 9 heures. On n'a pas une jungle de câbles, juste une connexion Wi-Fi suffisamment stable pour que je puisse le foutre au fond de mon jardin et le contrôler depuis mon bureau bien au chaud. On n'a pas non plus un long étalonnage à refaire à la moindre connerie, mais un système astrométrique qui te dit en gros « Alors attends, ok c'est bon, je sais où je suis ». D'un côté, nous avons la performance d'un 400 et d'une caméra refroidie, mais quand il fait froid ou que je suis fatigué, j'ai pas envie. Et de l'autre, nous avons l'Iviscope qui me dit tout simplement « Ok, on divise la focale par 4, mais tu me sors de mon sac et je suis prêt ». Et comme je le disais au début de la vidéo, le meilleur télescope, c'est celui qu'on utilise. Or là, l'Iviscope écrase littéralement le 400. Le 400 est un canon d'artillerie lourde qui ne tire que très rarement. L'Iviscope est un fusil mitrailleur. Un coin de ciel dégagé, je le sors. 2 heures de libre, je le sors. Cet été, à la nuit des étoiles, bien que j'en mourais d'envie, j'ai renoncé à sortir le 400 en public. Pourquoi ? Parce que le ciel était mitigé. Pourquoi me taper tout ce boulot pour peut-être ne rien voir du tout ? L'année prochaine, je viens avec l'Iviscope sous le bras. Parce que même si un orage menaçant pointe à l'horizon, tant que j'ai un bout de ciel clair, je peux observer et montrer, sans me soucier de savoir si j'aurai le temps de ranger avant de me faire saucer. Pas besoin de connaissances particulières, pas besoin de matériel particulier, pas besoin d'une prise secteur, pas besoin d'un ordinateur, besoin de rien, à part le sac à dos de l'Iviscope. Donc à l'avenir, je ferai encore des lives au 400, quand les conditions seront clémentes et que j'en aurai le courage, c'est-à-dire comme jusqu'à maintenant, mais à l'avenir aussi, quand j'aurai le temps pour streamer 1 heure ou 2, que la météo sera moyenne ou qu'il fera trop froid pour que j'ai envie de me peler le cul dehors, on pourra se mater des objets du ciel ensemble quand même. Et c'est pour ça que je voulais absolument qu'Unistellar me laisse l'Iviscope. J'adore ce machin. Il fonctionne à merveille et surtout, je l'utilise. La seule chose que je pourrais utiliser plus, c'est une paire de jumelles. Mais une paire de jumelles, ça ne pointe pas les objets automatiquement, ça ne fait pas de stacking, et puis va streamer ce qu'on voit dans des jumelles, tiens. Donc, en conclusion, est-ce que je vous conseille l'Iviscope ? Comme toujours, ça dépend de votre approche de l'astronomie. Ça dépend aussi de là où vous vivez, bien entendu, parce que ils se démerdent avec de la pollution lumineuse, hein. Mais les Parisiens ou les Bruxellois, bof, hein. Et quoi qu'il arrive, comme n'importe quel autre outil astronomique, il donne son plein potentiel sous un bon ciel. Donc, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez de votre pognon, mais après ce petit passage en revue de l'engin, je n'ai qu'une chose à vous dire. Unistellar voulait me payer pour m'en prêter un, j'ai préféré payer pour le garder. Et comme ça, on pourra plus souvent lever les yeux au ciel et être astronogeek. Alors voyure. Un, deux, un, deux. Ok. Le son de la vidéo que je viens de tourner là est peut-être un peu plus caverneux qu'à l'accoutumée. Il se trouve que c'est la première vidéo que j'ai tournée ici, dans ce studio sur fond noir depuis plus de 6 mois. Les dernières, c'était en mars dernier. Toutes les vidéos que vous avez vues depuis, ce sont des vidéos que j'avais fait en réserve, en avance, en prévision de projets que je voulais mener à bien cette année et qui ne m'auraient pas laissé assez de temps pour
faire des vidéos à côté, quoi. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le décès de ma grand-mère et mon rachat du coup de sa maison et la rénovation complète. Et c'est bon, je crois que je l'ai assez dit sur les réseaux sociaux et ailleurs que bah oui, en ce moment j'avais vraiment le temps de rien. Et cette vidéo, je l'ai tournée là parce que Liviscope sort effectivement là en novembre et que bah, ils n'ont pas pu me le prêter il y a 6 mois. Hein. Donc cette vidéo, en fait, si j'insiste là, c'est parce que la vidéo que je viens de tourner est la dernière que je vais tourner dans ce studio. Je vais prendre l'enregistreur avec moi, je vais garder mon micro-cravate. On devrait dire un lavalier, mais... Alors je vais commencer par ouvrir les paravents. Parce que le gros problème de ce studio a toujours été la lumière, les fuites de lumière parasites. Et de 1. Et de 2. Comment je procède? Je me demande si je vais pas prendre la caméra à la main. Elle n'est pas faite pour ça, mais bon. Ouais, non, c'est pas terrible. On va plutôt juste la tourner. Voilà. Et voilà. Ça fait très bizarre quand c'est vide. Le son est immonde. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte à la caméra. Évidemment, je vais essayer de traiter le son au mieux, mais là, comme la pièce est vide, ça résonne, c'est dégueulasse. Et ça fait bizarre, hein, parce que ça fait quand même quoi, 5 ans, hein, quasiment, que je suis ici. À la base, ici, c'était une épicerie qui a été reconvertie en magasin d'aspirateurs. Et ensuite encore, comme l'emplacement était très mauvais, c'est juste devenu le secrétariat du magasin d'aspirateurs, si vous voulez. Et ensuite, c'était totalement inoccupé. Et ce local appartient à la mère d'une amie qui me l'a gracieusement prêté pendant toutes ces années, parce qu'elle était bien contente que quelqu'un l'occupe, parce que les locaux sont vides, tout ça, c'était bien qu'il y ait une présence, c'était bien que... voilà. On le voit pour la première fois dans la vidéo sur le Chevalier Noir où j'annonce, enfin c'est la petite voix qui annonce que je me suis payé un studio avec l'argent des abonnés. Et il se trouve qu'à l'époque on avait mis, je sais plus combien on avait mis là-dedans, on avait payé une nouvelle moquette, de la peinture pour les murs, les stores aussi sur le côté, je crois que c'est à peu près tout. Et je crois qu'on peut dire que ça a été bien rentabilisé. Mais du coup, après 5 ans, maintenant, il est temps de partir, vu que je vais pouvoir avoir maintenant mon propre local, c'est-à-dire que dans ma nouvelle maison, je vais avoir mon propre studio, je ne vais plus être chez les autres, je vais enfin être chez moi. Ce local-ci fait environ 35 mètres carrés si je dis pas de conneries. Le nouveau studio va en faire une vingtaine. Il sera donc un peu plus petit, mais beaucoup mieux adapté pour la vidéo, parce que ici j'ai toujours eu des fuites de lumière. J'ai aussi des fuites de chaleur, hein, parce que putain en hiver on se les meule, si vous saviez. Et puis c'est orienté plein sud, alors en été c'est une fournaise. Dans certaines vidéos vous pouvez me voir un peu plus brillant qu'à l'accoutumée, c'est parce qu'il fait 40 degrés dans le studio. Et là, tout de suite, je me les meule quelque chose de... Bon. Donc ce nouveau studio, je vous le présenterai en temps et en heure quand il sera terminé, parce que là, il est encore et toujours en travaux. Je vous ai déjà laissé quelques images fuitées dans l'onglet communauté, mais voilà, pour le moment, c'est pas fait. Dès qu'il sera terminé, je vous en ferai une petite présentation. Parce que, voilà. Et sinon, on va faire un dernier tour du propriétaire ici. Donc ça c'est le coin que vous avez toujours vu dans les vlogs, c'est la porte d'entrée, il y avait toutes mes photos et tous les trucs qu'on m'a offert, tout ça, enfin pas tout, mais les trucs qu'on m'a offert, tout ça sur les étagères. Ça c'est la fameuse baie vitrée qui m'a tant emmerdé en fin de compte. C'est à la fois très agréable d'avoir autant de lumière dans un local comme ça, et en même temps quand on fait des vidéos sur fond noir, c'est quand même pas l'idéal.
Là, j'avais accroché toutes les photos que je présentais aux clients quand je faisais encore de la photo. J'avais une armoire avec le matériel aussi. Là derrière, il y avait la réserve où je rangeais notamment la maquette de l'Hermès, les sièges, tout le merdier, voilà. Et ça, c'est la caméra avec laquelle je filme d'habitude. Le setup, hein, donc deux lumières sur moi, la caméra et le fond noir. Donc j'aime autant vous dire que dans le nouveau studio, ça va pas être un problème de mettre la même chose. La netteté, à peu près, voilà. Ça fait bizarre de partir parce que c'est ici qu'il s'est passé énormément de choses pour la chaîne, hein. C'est ici que j'ai passé les 100 000, c'est ici que j'ai passé les 500 000 aussi, c'est ici que j'ai passé les 3/4 de million. C'est ici qu'on a fomenté le complot du crop circle, c'est ici qu'Astronogeek est devenu Astronogeek finalement. Et j'ai bien l'intention de continuer à développer la chaîne dans le nouveau studio, hein. C'est pas le local qui fait les vidéos, mais c'est vrai que ça fait bizarre, j'ai l'impression que c'est une page qui se tourne. Donc bon, la page suivante a pas l'air mal, hein, vraiment, mais on va voir, on va voir, et je vous en tiendrai au courant en temps et en heure. Voilà. Donc, ma foi, à la revoyure.